Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, nous parlerons de la conférence panafricaine sur les flux financiers illicites sortant d'Afrique. La 10e session s'est tenue à Lusaka en Zambie. C'est un pays de l'Afrique australe. Et notre expert Jean était partie prenante. Il est l'invité en tout début du programme de ce mois. Nous parlerons aussi de la norme commune de déclaration, notamment le Common Reporting Standard en matière de crypto-actifs. La question a fait l'objet de discussions dans le cadre de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Andrés Knobel, l'expert propriété effective et propriété légale au sein de Tax Justice Network, était une des parties en discussion. Nous partagerons avec vous quelques interventions à l'occasion de cette activité. Je rappelle que vous pouvez suivre notre programme sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network en cliquant sur thetaxcast.net et vous recherchez l'onglet en français. Et aussi, pour ceux qui veulent aller sur YouTube, www.impotetjusticesocial.com, et ceux qui veulent interagir avec nous, vous nous retrouvez sur Twitter, #ImpôtSocial, ou encore sur Facebook, Impôts et Justice Sociale. Et enfin, ceux qui ont Stitcher, n'hésitez pas à aller sur l'application. Et si vous voulez m'écrire, tout simplement, c'est impôt-social@outlook.fr. Voilà pour la une. À tout de suite pour les détails. Je le disais en début de ce programme, Tax Justice Network et ses partenaires en Afrique ont tenu la 10e édition de leur conférence panafricaine sur les flux financiers illicites sortant d'Afrique. Quels ont été les grands thèmes? Nous avons échangé de cela avec Jean Bala. Il est le directeur exécutif du CRADEC et il a participé aux travaux. Il a accepté de partager avec nous quelques éléments de conclusion de cette activité. Alors Jean, en tant que membre du conseil d'administration de Tax Justice Network Africa, tu as participé à la 10e édition de la conférence panafricaine sur les flux financiers illicites sortant d'Afrique. C'était à Lusaka en Zambie, un pays d'Afrique australe. 10 ans après, où en est-on avec le plaidoyer pour des mesures visant à protéger les capitaux sortants du continent? Oui, nous avons participé à la 10e édition de la conférence panafricaine sur les flux financiers illicites sortant de l'Afrique. Et cette édition nous a permis de parcourir les différentes études qui ont été réalisées au niveau, que ce soit de l'Union africaine ou alors au niveau des Nations Unies. Et on s'est rendu effectivement compte qu'il y a un ensemble de recommandations qui avaient été adressées par les grandes instances que l'on peut citer comme le panel de haut niveau conduit par Thabo Mbeki, ou alors par le panel de haut niveau sous l'égide des Nations Unies sur l'intégrité et la transparence financière. Ces recommandations qui ont été formulées après des enquêtes à large audience auprès d'un certain nombre de niveaux de public sont des recommandations, si elles avaient été implémentées, aboutirait certainement à des résultats probants en termes de lutte contre les flux financiers illicites en provenance d'Afrique. Donc pour nous, en tant que membres du conseil d'administration ou alors du conseil exécutif de Tax Justice Network Africa, ça a été des moments de revoir nos parcours
réalisé, je dirais, depuis 2015 pour prendre référence du panel de haut niveau de Beki et aussi les études qui ont été conduites au niveau des Nations Unies par le panel de haut niveau sur l'intégrité et la transparence financière. Et à mon sens, je crois que nous pouvons dire qu'il y a des efforts qui ont été faits à ce niveau-là pour documenter, pour développer des outils qui permettent effectivement de mettre en œuvre ces recommandations. Donc voilà ce que nous pouvons retenir dans un premier temps. Alors, si je te demandais de résumer cette activité, cet événement en 2 grandes leçons, quelles sont ces leçons que tu auras retenues de cette 10e conférence panafricaine sur les flux financiers illicites sortant d'Afrique? Les 2 grandes leçons que l'on peut retenir de cette édition ou de ce travail qui est fait au niveau continental, c'est que nous constatons que beaucoup de recommandations qui ont été formulées par les différentes instances que j'ai évoquées plus haut, ces recommandations restent largement à implémenter. Ça, il faut le dire. Parce que nous continuons à constater un certain nombre de réticences ou alors de divergences de vues entre les décideurs et les organisations de la société civile, que ce soit au niveau global ou alors au niveau continental. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon que je peux aussi tirer, c'est que bien que nous ayons ces divergences, mais elles sont identifiées du fait que les 2 catégories d'acteurs que nous sommes, à savoir les décideurs et les organisations de la société civile, commencent déjà à dialoguer sur ces questions. Parce que il y a cela quelques années, nous nous retrouvions seuls en tant qu'organisation de la société civile pour nous parler à nous-mêmes, nous entendre à nous-mêmes et conclure à nous-mêmes. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un début d'échange, un début de dialogue entre les organisations de la société civile et les décideurs gouvernementaux, que ce soit au niveau national et au niveau régional. Donc pour nous, la 10e édition a été marquée par la présence active des responsables des ministères des Finances au niveau national de la Zambie et aussi des responsables au niveau régional tels que l'Union africaine et la TAF aussi a été très présente. Donc pour moi, voilà les 2 leçons que je peux tirer de cette édition sur la conférence panafricaine sur les flux financiers illicites. Quelles sont les propositions concrètes qui ont été formulées pour aider à protéger les ressources financières et fiscales des citoyens face à des crises comme les pandémies, notamment celle de Covid, les disruptions dans la chaîne d'approvisionnement des biens ou encore les conséquences d'une dollarisation de l'économie mondiale qui tire aujourd'hui l'inflation à son niveau le plus élevé de l'histoire? 2 propositions concrètes qui ont été formulées lors de ces travaux. Je citerai d'abord la première proposition qui va dans le sens de la mise en œuvre de l'instrument multilatéral qui a été introduit par l'OCDE et adopté par un certain nombre d'États, et notamment sur l'engagement des États à pouvoir mettre en œuvre l'échange automatique d'informations en matière fiscale. Ça a été un point sur lequel nous avons travaillé et où nous avons dit qu'il faut aller au-delà de l'échange automatique, de l'échange d'informations sur la demande, mais que ce soit plutôt les échanges automatiques d'informations en matière fiscale pour pouvoir permettre au pays de pouvoir documenter l'identification des
des moyens ou des occasions de fuite des flux financiers illicites. Ça, c'est la proposition concrète qui a été développée au niveau de la conférence. La deuxième proposition, c'est celle de travailler essentiellement sur supporter les pays africains à ce qu'il y ait effectivement la mise en place de la Convention des Nations Unies en matière fiscale. Les organisations de la société civile ont travaillé là-dessus. Elles ont fait une proposition qui a été, j'allais dire, appropriée par les ministères africains des Finances, et il y a eu une prise en considération de cette proposition dans le cadre de la 77e édition de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier. Et nous avons pris conscience que c'est quelque chose de très important et qui fait ses petits pas. Et là-dessus, les organisations de la société civile se sont engagées à soutenir les ministres africains des Finances, à les supporter pour que ce débat-là, déjà au sein des Nations Unies, et que pour que cette convention voit le jour. C'est pas évident, mais nous pensons qu'au stade où nous sommes, les choses avancent et que les organisations de la société civile doivent continuer à plaider pour cet instrument-là au niveau des Nations Unies. Si on revenait à un niveau beaucoup plus local, comment vous, au niveau du Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, le CRADEC, vous envisagez de mettre en œuvre, en application, les résolutions qui ont été prises à Lusaka? Alors, maintenant, pour ce qui est du CRADEC et au niveau national, comme vous le savez, nous avons commencé à travailler sur ces questions au sein de la société civile, au sein de l'opinion nationale. Et nous avons aujourd'hui une opportunité de travailler avec le ministère des Finances sur ces questions de flux financiers illicites. Et nous allons continuer à faire ce travail-là. Et de manière concrète, nous sommes dans une phase de préparation d'un forum entre le ministère des Finances et les organisations de la société civile. Et c'est l'occasion pour nous de travailler encore, de faire des propositions, de dégager un ensemble de propositions pour le plaidoyer, pour lutter contre les flux financiers illicites. Il faut le dire que nous sommes en phase avec les orientations stratégiques du gouvernement camerounais, notamment avec le ministère des Finances, qui a intégré dans son document de planification budgétaire et économique à court terme 2022-2025, un axe pour la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. Donc, sur ce travail-là, sur ce plan-là, nous allons continuer à développer des synergies avec les services compétents du ministère des Finances, notamment la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes, la Direction générale du budget, pour que les propositions que nous avons commencé à faire depuis bientôt 4 ans et celles que nous ramenons de la conférence panafricaine sur les flux financiers ici, que ces recommandations-là soient partagées et que l'on travaille de manière ferme pour qu'elles soient prises en compte dans les stratégies du ministère des Finances. Voilà ce que nous pouvons faire au niveau national et avec le concours du CRADEC. Une activité est en cours de préparation entre votre organisation et Tax Justice Network, nous-mêmes. Peut-on en savoir davantage sur comment est-ce que vous vous projetez dans cette activité et surtout comment est-ce que cela se déploiera? Alors, je pourrais illustrer cette volonté de synergie, de collaboration, de plaidoyer envers les autorités gouvernementales camerounaises par une activité que nous sommes en train de préparer en ce moment et avec l'appui en collaboration avec Tax Justice Network sur laquelle nous voulons faire un travail d'information et de plaidoyer
sur la nécessité de la mise en œuvre d'une orientation stratégique qui consiste à implémenter au niveau Cameroun l'exigence sur la propriété effective dans les affaires. Vous savez, le Cameroun est engagé dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et la norme de 2019 exige que les pays mettant l'initiative en œuvre appliquent l'exigence sur la propriété effective dans le secteur extractif. Bien évidemment, c'est un travail que nous continuons à faire au niveau du secteur extractif avec NIT Cameroun. Mais ce que nous proposons et ce que nous voulons faire à ce jour avec Tax Justice Network, c'est d'étendre ce principe de transparence basé sur la divulgation des informations sur la propriété effective. Nous voulons effectivement l'étendre sur le droit des affaires au Cameroun, de manière à pouvoir aider le gouvernement à élargir son assiette fiscale et pour une mobilisation accrue des revenus domestiques. Donc cette activité-là, elle va avoir lieu et elle pourra aider un certain nombre d'acteurs du ministère des Finances, du ministère de l'Économie, des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, la CONAC, le contrôle supérieur de l'État, la Chambre des comptes, à pouvoir, disons que, renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques au Cameroun et avec comme résultat une mobilisation accrue des ressources domestiques. Voilà un peu ce que nous envisageons. D'ici 2 mois, nous verrons comment est-ce que les travaux préalables sur la propriété légale et la propriété effective, une fois terminés, pourront servir de base sur cette discussion. En une, je rappelais que nous allons aussi parler des crypto-actifs dans la détermination de la base imposable. L'OCDE a émis des propositions et établi des suggestions d'un cadre qu'il juge multilatéral et inclusif. Mais bon, évidemment, on sait très bien que beaucoup de pays africains n'ont pas forcément participé à l'élaboration de ces normes. C'est toujours, comme l'avait dit Tovoni Andriamani Lana, notre collègue de Madagascar, une table servie avec un menu qui ne change pas, même si les invités s'ajoutent. Les propositions de l'OCDE, c'est des personnes qui viennent s'ajouter, mais c'est toujours des propositions qui ne prennent pas toujours en compte la réalité des pays en développement. Mais nous sommes en droit d'écouter ce qu'ils disent. Écoutons déjà ce qu'a dit le président du groupe de travail 10, notamment chargé du groupe du Conseil des affaires, qui a discuté de ses propositions sur la possibilité de faire des déclarations sur les actifs en crypto. Écoutons Kiefer qui donnait son point de vue sur cette question. Comme vous le savez, cela fait longtemps que nous travaillons avec Business at OECD. Nous soutenons depuis longtemps les mesures de conformité fiscale qui reflètent correctement les coûts et les opportunités à la fois pour les États et les entreprises. Quelques aspects que je souhaitais développer parce qu'il faut vraiment écouter les experts et pas tellement moi aujourd'hui. Tout d'abord, les mesures nécessaires pour que les entreprises mettent en œuvre le CRAC et les modifications de la NCD vont nécessiter énormément de changements complexes dans nos processus d'entreprise. Vous entendrez les experts vous expliquer le temps qu'il leur faudra, que ce soit 2 ou 3 ans, voire plus, pour mettre en œuvre certaines des modifications proposées. Deuxièmement, pour atteindre les objectifs des gouvernements, il faut un calendrier de mise en œuvre correctement considéré
et en plusieurs phases. Vous allez entendre les différents actifs et les utilisations et les avantages supplémentaires à développer les obligations de diligence et de déclaration et les difficultés qu'il y a à modifier les systèmes et à construire de nouvelles infrastructures opérationnelles pour s'assurer que les objectifs des États soient mis en œuvre. Cette obligation de mise en œuvre séquencée va varier selon les objectifs et concernant le cadre des cryptoactifs, comme vous l'entendrez de la bouche des experts du domaine crypto, les obligations sur les clients sont beaucoup plus faciles à obtenir que d'autres informations que vous souhaitez obtenir. Troisièmement, la clé de la mise en œuvre réussie sera la facilité d'administration pour les entreprises et les États concernant les établissements financiers qui sont soumis à la fois à la NCD et au CRAC. L'administrabilité sera améliorée si les obligations applicables sont les mêmes et si elles sont appliquées en cohérence avec la NCD et le CRAC. Et concernant les règles du CRAC, il faudrait les appliquer en cohérence avec l'application courante par les États des recommandations du GAFI sur les crypto-actifs et nous parlerons plus tard de ce que sont ces obligations et comment elles s'appliquent de façon cohérente aux États. Quatrièmement, la NCD et le CRAC doivent être appliqués de façon neutre, quelle que soit la technologie, et cela doit s'aligner avec les obligations légales locales. Cinquièmement, toute obligation proposée, quelle que soit l'innovation ou la concurrence dans le domaine du crypto, doit être étudiée avec soin, étant donné les effets sur ces marchés. Et je pense que vous entendrez parler d'une sorte de boîte, d'un bac à sable CRAC. Et sixièmement, il faut s'assurer que les activités ne soient pas poussées vers des juridictions qui n'adoptent pas le CRAC ou qui ne le font pas correctement. Septièmement, comme le recommande l'OCDE dans le rapport de 2020, évoqué par John, les États, les pays devraient publier des orientations détaillées concernant l'acquisition et la cession de cryptoactifs et leur imposition. Et puis, ensuite, les cryptoactifs ont des implications concernant les impôts directs et indirects. La question d'impôts directs est importante pour le GCE. Neuvièmement, ça c'est pour moi. Les établissements financiers, c'est mon parcours. Alors, concernant les coûts et les charges imposées par l'élargissement de la charge de déclaration, pour parler de cela, j'aimerais être à Paris, mais je suis sûr que les représentants des entreprises vont vous parler de cette question. Et la hausse de la visibilité, de la compréhension que prévoient les États est donnée dans le document de consultation et selon nous, ça a une valeur limitée à cause de tout un tas de facteurs dont vous entendrez parler. Dixièmement, les difficultés de fond qui continuent de venir de différences dans l'adoption de la norme commune de déclaration par les États créent des difficultés pour les entreprises. Onzièmement, les efforts de pédagogie du gouvernement à destination des contribuables, c'est ce qu'on dit souvent les représentants des entreprises, eh bien, il est difficile d'être mis dans une position de fournir des conseils fiscaux, ce qu'ils ne font pas, en tout cas à destination des clients, leur permettant de comprendre quelles sont leurs responsabilités de déclaration. Et puis, enfin, pour nous, ce serait utile si l'OCDE et les gouvernements étudiaient l'utilisation d'une infrastructure blockchain pour échanger des informations à des fins fiscales. Alors, deux grandes options sont possibles. On a écouté cet expert. Soit élargir la norme commune de déclaration qui existe actuellement aux actifs de monnaie numérique et de banque centrale ou de tout autre type d'actifs numériques, ou alors apporter des mesures spécifiques pour les crypto-actifs. La question est de savoir quelle sera la meilleure option possible. Là-dessus, les avis ne sont pas encore très uniformes. Notamment, il y a des questions comme la définition déjà de ce qu'on appelle un crypto-actif, le seuil au-delà duquel en valeur monétaire, en dollars ou en monnaie locale, on peut commencer à fournir des renseignements sur des crypto-patrimoines, le principe même d'inclusion financière et puis certaines autres personnes pour la proposition pensent qu'il faudrait pouvoir
examiner quelles sont les entreprises qui sont assujetties à donner des informations sur le sujet. À ce propos, Corinna Hetke, c'est une des responsables chez Standard Chartered Bank, une banque active dans les marchés émergents, y compris l'Afrique. Elle a partagé son avis sur cette question. Écoutez plutôt. Je travaille pour Standard Chartered. Je ne sais pas si vous connaissez Standard Chartered. Nous avons une approche complètement différente des autres grandes banques. Nous sommes surtout présents dans les pays émergents et en développement. Là, je parle de la région Afrique-Moyen-Orient et aussi d'Europe, donc c'est un bon aperçu de ce que nous offrons. Surtout sur ces marchés en Afrique, nous utilisons des portefeuilles électroniques. C'est l'un de nos produits de détail les plus répandus sur le grand marché, le marché grand public. Et nous pensons que dans ces pays, il faut changer de point de vue sur ces produits pour voir quelles sont les implications en matière de risque de fraude fiscale. Ces clients vivent dans des zones rurales où il n'y a pas d'infrastructure ou même de moyens d'accès à un compte bancaire traditionnel. Dans ces marchés, ces portefeuilles électroniques, on sait que plus ou moins tout le monde a un téléphone mobile. Il est beaucoup plus probable qu'ils aient un téléphone mobile que tout autre appareil électronique. Et donc, ces produits sont particulièrement adaptés à ces marchés grand public nationaux. Et pour eux, c'est toujours un montant limité qu'il y a sur ces portefeuilles. Et bien sûr, ce que nous proposons est toujours en monnaie locale. Il ne faut pas l'oublier. Si c'est proposé en monnaie locale, le montant fixé est aussi en fonction de l'économie et puis aussi en fonction de la monnaie locale. Donc quand on pense à fixer un seuil qui serait standard, on part toujours de dollars des États-Unis ou d'euros. Et si l'on prend les taux de change, ce sont des taux de change très volatiles. Donc il faut s'assurer que quand on décidera d'un seuil, il faut que cela fonctionne vraiment pour de nombreuses années, pour pérenniser le système et ne pas devoir revenir dessus tous les ans. Parce que si en tant que banque, il faut prendre des décisions, si ces produits rentrent ou sortent du champ d'une année sur l'autre, eh bien, on ne sera pas obligé de prendre une décision selon les risques pour exclure ces comptes. Et puis, comme l'a déjà dit Taher, il faut investir pas mal de moyens pour les processus de surveillance et éventuellement de déclaration, ce qui représente plus ou moins un gaspillage d'argent. On peut le dire. Parce que quand la NCD a été appliquée au Ghana et au Nigeria ces dernières années, aussi au Kenya, ce sont des pays qui représentent énormément d'activités pour nous. Nous avons étudié les indices étrangers pour nos clients existants et nous avons remarqué que seulement 0,01 ou 0,03% de l'ensemble des comptes avaient des indices des monnaies étrangères. Et donc, ce sont des comptes limités au marché national. Et donc, comme tout est numérique, quand vous essayez d'ouvrir le portefeuille, et il faut toujours présenter un document d'identification et puis un selfie pour nos obligations de diligence. Et l'on prévoit que si jamais il y a des indices étrangers, on ne peut pas continuer le processus d'inscription. Donc la personne ne pourra pas avoir accès à ce produit. Et donc on va rediriger cette personne vers d'autres canaux pour mener des vérifications supplémentaires. Donc on ne pourra pas ouvrir de portefeuille étranger, de portefeuille électronique si on est une personne avec des caractères étrangers. Et puis, pour en revenir au seuil, ce que l'on voit dans la plupart de nos marchés, en fonction de là où on est, selon aussi les paramètres du portefeuille, on a souvent un équivalent de $2,000, $4,000. On offre aussi des comptes épargne électroniques avec $3,500. Ça dépend vraiment de la juridiction. Et si on dit que, voilà, tel est le chiffre, eh bien, il faut faire toute entrée en ligne de compte pour trouver une approche très raisonnable en cette matière. Ensuite, cela sera aussi sécurisé pour d'autres moyens. Évidemment, elle a tout le temps utilisé le mot NCD. Je rappelle aussi que ce n'est pas vraiment la voix de Corinna, c'est un doublage parce que nous avons récupéré les interventions sur les enregistrements
Entendez par NCD, normes communes de divulgation en anglais, Common Reporting Standard. Et on note avec Corinna Hetzke toute la difficulté qu'il y a à avoir des actifs digitaux sur le continent, c'est déjà ça. Le deuxième défi est celui de l'effectivité sur la transparence des informations en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs. Andrés Nobel, il est l'expert en charge des questions de bénéficiaires effectifs et légaux au sein de Tax Justice Network. Il participait à cette réunion. Écoutez ce qu'il a dit en cette circonstance, parlant des priorités de notre organisation. Je vais faire référence à 3 aspects qui seraient prioritaires pour le Tax Justice Network. Alors, savoir qui participe au système et à quoi on utilise l'information, les statistiques pour surveiller l'efficacité et comment s'assurer que les informations NCD soient compatibles et créer des synergies avec d'autres initiatives comme sur par exemple les bénéficiaires effectifs au niveau de l'UE et d'autres juridictions. Alors selon nous, les données d'échange devraient être disponibles pour tout le monde, surtout les pays en développement qui sont exclus parce qu'ils ne peuvent pas envoyer d'informations. Ce que l'on demande depuis des années, c'est que tous les pays en développement puissent recevoir des informations, mais s'ils ne peuvent pas encore envoyer de renseignements. Tel qu'on le comprend, il faudrait qu'ils s'engagent à respecter des obligations de confidentialité, mais ça s'applique à n'importe quel pays. Il ne devrait pas y avoir d'autres obligations. Dès qu'ils peuvent respecter les obligations de confidentialité, ils peuvent recevoir des données. Et puis, en matière de participation mondiale, on a le cas des États-Unis qui se sont engagés à une réciprocité totale dans le cadre de la FATCA. On attend encore qu'ils respectent cette promesse, mais les États-Unis pourraient aussi rejoindre la NCD. On sait que c'est difficile, donc tant que ça ne sera pas produit, on a une proposition pour s'assurer que l'on puisse résoudre ce dilemme. Comment donner des informations sur les bénéficiaires effectifs des comptes américains, et donc je pourrais vous donner plus de détails si ça vous intéresse. Et puis sur le sujet des utilisateurs des renseignements, la NCD a suscité beaucoup d'investissements de la part des États et du secteur privé, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens de l'utiliser seulement à des fins fiscales. On pourrait aussi les utiliser pour l'aspect LCB et donc pour les questions qui nécessitent plus de coopération entre les autorités fiscales et les autorités de LBC. Eh bien, on pourrait s'engager à ce que les données NCD puissent être utilisées pour la LBC, que ça puisse être partagé pour les FIU, les autorités de diligence financière, et même pour voir le respect de la confidentialité des FIU qui respectent aussi les principes Edmond. On pourrait partager ces informations, ces excellentes informations, surtout sur les soldes de compte pour des fins de LBC, et vu que ça peut être utilisé sur les LBC, aucun pays ne pourrait refuser de recevoir des informations. Bon, c'est possible selon l'annexe A, ça pourrait être interdit, ou bien ces pays de l'annexe A, s'ils offrent des visas en or, eh bien on pourrait voir que ça peut être vu comme un risque supplémentaire. Donc ça, la question de l'accès et de l'utilisation. Sur les statistiques, ça pourrait être une utilisation importante de l'information. Ça ne vient pas compromettre la confidentialité. La Banque des règlements internationaux publie déjà pas mal de statistiques, donc il n'y a pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas le faire pour la NCD. Et tant que tous les pays en développement n'auront pas accès, eh bien les statistiques pourraient être données, des données de base pour les pays exclus. Les statistiques sont publiées par l'Allemagne, l'Australie et d'autres. Eh bien, en Bolivie, on pourrait savoir combien de Boliviens ont des comptes dans des banques argentines ou australiennes, même si la Bolivie ne fait pas encore partie de la NCD. Et puis, ça permet aussi de surveiller l'efficacité. Les statistiques montrent que des millions sont détenus par des résidents d'Antarctique ou d'autres îles. Donc, soit c'est les manchots qui ont déjà des comptes en Australie, ou bien les banques ont fait des erreurs sur leurs obligations de diligence. Maintenant, c'est connu grâce aux statistiques. On détecte aussi les valeurs aberrantes simplement en se penchant sur les statistiques publiées par l'Allemagne et l'Australie. On a vu qu'il y a un nombre disproportionné de soldes de comptes qui sont dans des abris fiscaux, des paradis fiscaux, qui voient quand on a le solde total des comptes divisé par le nombre de
titulaires. Et puis, une fois que les médias ont publié les statistiques en Allemagne et en Australie, ça a eu beaucoup de répercussions. D'ici à 2020, il n'y a plus de compte qui a été déclaré pour l'Antarctique ou d'autres îles. Germany. Et puis, ça a été la même chose en Allemagne. L'Allemagne a déclaré que Jersey était une destination pour les fonds allemands. Et après cette publication, les comptes détenus à Jersey ont baissé de 98%. Donc, avec ces statistiques, on peut tenir comptable les autorités et montrer que si c'était les Allemands qui abusaient des visas en or d'autres pays pour obtenir la résidence autre part. Bien sûr, il y a des statistiques très utiles, mais pour cela, il faut une approche plus large. Donc, il serait idéal que tous les pays ne recueillent pas simplement des informations sur tous les non-résidents, mais qu'ils envoient ces informations aux autorités locales. Ce faisant, les autorités locales pourraient publier ces statistiques sur tous les non-résidents, pas simplement ceux des pays non participants. C'est ce qu'ont fait l'Australie et l'Argentine. Et l'Allemagne ne publie des informations, des statistiques sur les 60 pays participants. Notre collègue, comme vous l'aurez noté, a défendu davantage les possibilités et la nécessité qu'il y a de permettre aux pays en développement, y compris ceux d'Afrique, d'être mieux défendus sur ces propositions qui se veulent multilatérales et inclusives. Mais une opportunité aussi réside dans la manière dont peut être géré les registres de la propriété effective. C'est un élément essentiel chez Tax Justice Network qui défend l'idée d'un registre global de la propriété. Écoutons une fois de plus Andrés Knobel. Et puis enfin, les bénéficiaires effectifs. Il y a eu beaucoup d'améliorations, surtout dans l'Union européenne, mais dans le monde entier, où des pays ont l'obligation d'établir des registres de bénéficiaires effectifs. Le GAFI a fait la recommandation 24 cette année, donc on s'attend à ce que tous les pays créent ces registres des bénéficiaires effectifs. Alors ces données peuvent avoir beaucoup de synergies et peuvent venir compliquer ces registres pour vérifier les données ou les compléter lorsque ces registres de BE n'ont pas toutes les données. Ça pourrait être utile pour la LBC, mais aussi pour faire en sorte que pour que ces personnes soient déclarées en tant qu'entité non financière passive et active, il n'y aura pas de charges supplémentaires pour les banques parce que pour la LBC, il faut savoir qui sont les bénéficiaires effectifs de tous les comptes. Et donc ça, c'est simplement une question de partage supplémentaire de l'information. Voilà, on pourra vous donner plus de détails, mais en tout cas, voilà, quelle serait notre liste de souhaits. Voilà, madame, monsieur, c'est sur ces paroles d'Andrés que nous mettons fin à ce podcast, votre 44e édition. Je rappelle que nous avons parlé avec notre expert Jean Bala de la conférence panafricaine, la 10e édition sur les flux financiers illicites sortant d'Afrique, mais aussi de la gestion de l'information sur les crypto-actifs et comment améliorer la capacité de pouvoir prélever les impôts dans ce domaine. Nous n'avons pas tout abordé, les crypto-actifs. C'est un très gros débat. Nous reviendrons certainement dessus dans les prochaines éditions. Mais je rappelle déjà en attendant, vous pouvez nous écouter sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur notre page de podcast de Tax Justice Network, c'est www.taxcast.net, et vous cherchez l'onglet en français, ou encore sur notre page YouTube www.impôts et justice sociale. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Twitter #impotsocial, Facebook Impôts et justice sociale, Stitcher pour ceux qui ont l'application, et pour nous envoyer un email, impôts avec s-8 social@outlook.fr. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine édition de notre podcast.